Après avoir vu en préambule les grandes lignes de notre objectif, on va aborder quelques points auxquels il faudra porter une attention toute particulière. Cette vidéo est un prologue qui tente d'apporter quelques éclaircissements sur les raisons qui pourraient nous pousser à vouloir établir un tel modèle. Est-ce que le modèle standard, c'est-à-dire la théorie qui explique les interactions connues, ne suffit pas ? Du point de vue du physicien, la réponse courte est qu'un modèle unifié devrait donner une explication à la gravité, ce qui semble-t-il fait défaut au modèle traditionnel. Mais, première anicroche, pour le non-physicien, même dans sa version simplifiée, le modèle standard ressemble plus à une tapisserie plus ou moins décorative qu'à une explication intuitive, sans même aborder des problèmes tels que gravité, matière noire, etc. Seconde complication, même si la théorie candidate à cette unification apporte une réponse à ces points, il reste que le formalisme mathématique peut être déroutant, voire rebutant pour celui qui ne mange pas des tenseurs et de l'algèbre géométrique à tous les repas. L'anecdote à l'origine de cette théorie remonte à l'époque où on s'interrogeait sur la manière de générer une gravité artificielle, et les calculs ont conduit à mettre en doute certains outils mathématiques qui étaient pourtant le fondement de toute la physique. Si, d'une manière ou d'une autre, on parvient à détecter ce qui coince pour passer d'un modèle à l'autre, on aura atteint notre but et répondu à la question « Pourquoi est-ce si compliqué de faire une théorie de la gravité quantique ?» et on aura fait d'une pierre deux coups, vu qu'on se sera justement fait une idée intuitive de ce modèle. En théorie. On va devoir, pour atteindre ce point de vue informationnel ou informatique, se mettre d'accord exactement sur les définitions. Par exemple, si on parle de matière, de choses, d'énergie, de loi, aucun terme ne doit être ambigu pour le système. Tout le monde, ou presque, a déjà entendu parler de l'une des versions équivalentes de la maxime sur la conservation et sur la variation. Ces deux lois duales peuvent être prises comme la recette pour créer un univers. Mais on voit déjà ici le problème de la définition. La loi de conservation définit ce qui est immuable dans le modèle et la loi de variation décrit comment les sous-systèmes peuvent s'organiser tout en respectant la loi principale. Imaginons qu'on se mette dans la peau d'un game designer qui, pour son nouveau jeu sur mobile, souhaite créer un univers ultra simplifié dont il définit lui-même les règles et basé sur 4 éléments principaux. La farine, les œufs, le beurre et le sucre. Si on réussit à faire disparaître ces ingrédients et à faire apparaître un 4 quarts, on a gagné. La question est, est-ce qu'on a créé quelque chose, un gâteau, ou est-ce qu'on a simplement transformé des ingrédients en la même chose ? Est-ce qu'on a créé un concept de gâteau, ce qui contrevient, semble-t-il, à la loi disant que rien ne se crée ? Bref. Tout ceci pour dire qu'il y a un point qui mérite une attention toute particulière pour établir un modèle. La définition des concepts. Un autre point notable est par exemple que cuire les ingrédients puis les mélanger ne donnera pas le même résultat que les mélanger puis les cuire. Présenté sous cette forme, cela paraît évident et intuitif, et pourtant on a simplement illustré la notion de non-commutativité des opérations. Un autre exemple typique de non-commutativité est le langage naturel, où l'ordre des mots importe et peut s'apparenter à changer de langue ou de registre, par exemple celui de la poésie, dont les règles sont plus permissives. Et si on revient aux formules absconses qu'on a vues tout à l'heure, elles ne signifient pas grand-chose d'autre, à savoir que si l'on tient compte de la non-commutativité, en substituant par exemple un pseudo-scalaire à un scalaire et un produit géométrique à un produit scalaire, on obtient un résultat différent pour le même modèle. Ne reste plus qu'à expliquer ce que sont des scalaires, des pseudo-scalaires, un produit géométrique de manière tout aussi intuitive, mais on abordera cela plus tard dans une autre vidéo. Pour l'heure, on se contente de lister certains points qui méritent une attention toute particulière pour expliquer la divergence entre les modèles. Il est difficile d'établir un classement, ni d'ailleurs une liste exhaustive, car la plupart des notions sont imbriquées, mais on peut tout de même mettre l'accent sur les problèmes suivants. On a vu qu'il sera crucial de prêter attention aux définitions et à l'information. On vient de parler de la commutativité au travers de l'exemple de la cuisson. L'associativité est similairement le fait de d'abord réaliser un groupe d'opérations plutôt qu'un autre, ce qui risque de conduire à un autre résultat. Un exemple typique de non-associativité est donné par l'opération de soustraction. On abordera le problème de la courbure, des translations et des rotations, et on verra que faire la quadrature du cercle peut être problématique. Mais comme on l'a déjà souligné, tous ces points sont fortement liés, et les problèmes rencontrés avec la courbure pourraient tout aussi bien être imputés à la rubrique définition, à l'approximation,
par exemple au sens mathématique de prendre la limite, mais aussi de la perte d'information, ou à la quantification. Cette dernière, comme son nom l'indique, est le pilier de la mécanique quantique, la mécanique qui décrit les systèmes physiques à l'échelle subatomique. On abordera dans chaque problème étudié le lien avec l'un ou plusieurs de ces risques à considérer qui distinguent le modèle traditionnel de notre modèle d'univers. En guise d'exercice, détaillons un exemple précis qui justement est à cheval sur plusieurs items. L'exercice consiste à étudier la variation de grandeur physique contrainte par une loi de conservation qui les oblige à varier de façon conjointe. Mais puisqu'on n'est pas à ce stade censé avoir des notions avancées de physique et de mathématiques, on choisit, tout comme pour notre exemple de 4 quarts non commutatif, des grandeurs variables et une loi de conservation qui n'ont rien à voir ou presque avec la physique. On peut ainsi étudier ces notions d'une manière plus conceptuelle. Ces grandeurs sont les côtés d'un rectangle qu'on aura dessiné à l'aide du logiciel de notre choix. La souris nous donne l'intention virtuelle de la taille du rectangle. La position du curseur, on s'entend. La contrainte, elle, fait que le logiciel ne veut pas forcément nous dessiner le rectangle là où on le souhaite. Lorsqu'on dit « varie de manière conjointe », cela signifie que la longueur et la largeur varient en fonction d'un seul paramètre. Cette option est dépendante du logiciel. Ici, on utilise le logiciel Inkscape et l'illustration intuitive d'une telle contrainte, suivant un invariant, est la petite icône de cadenas. C'est le redimensionnement du rectangle avec l'option de blocage du ratio largeur-hauteur coché. L'autre raison pour l'utilisation de ce logiciel est qu'il va nous servir plus tard à symboliser intuitivement la notion de continuité par opposition à celle de la quantification, qui sera elle illustrée par le logiciel de dessin GIMP. Vous pouvez bien entendu remplacer ces symboliques par tout équivalent bitmap et vectoriel, sous-entendu que GIMP représentera la manipulation par pixel, par grille ou par quanta d'informations, alors qu'Inkscape, ou plus généralement le format SVG, représentera la conceptualisation mathématique vectorielle, comme l'indique son nom. SVG signifie Scalable Vector Graphic, ou graphique vectoriel adaptable. Maintenant qu'on a un moyen de s'imaginer intuitivement la manipulation sous contrainte qu'on veut étudier, revenons à notre rectangle d'une manière plus géométrique. La vision mathématique du problème s'appelle la règle du produit. Graphiquement, si on s'intéresse à la variation de l'aire du rectangle lorsqu'on fait varier la longueur de ses côtés, qu'on appellera U et V, on peut constater que cette variation est égale à l'aire finale moins l'aire initiale, ou, si on découpe le problème d'une autre manière, égale à la somme des trois rectangles colorés. De même, on appelle les variations correspondantes delta U et delta V. Comme on l'a montré avec le petit cadenas, ces variations sont contraintes par un seul paramètre qu'on va appeler x. On fait ensuite le rapport entre la variation finale effective delta de UV et l'origine initiale de cette variation, delta x. Si on se concentre sur un mouvement infime du curseur, lorsque delta x devient très petit, on peut considérer que la partie delta U multipliée par delta V est négligeable, mais sans être nulle, puisqu'une variation exactement nulle impliquerait qu'il n'y a pas de variation. La règle du produit, la dérivation et l'intégration sont des notions omniprésentes en physique. Jusqu'ici tout va bien et cette approximation simplifie grandement les calculs. Passons maintenant à la seconde manipulation, la quantification. Elle est illustrée par la visualisation du modèle vectoriel au travers d'un logiciel bitmap, c'est-à-dire sa transformation en une image matricielle décrite point par point. La notion de pixel est en principe évidente, mais pour rendre le problème vraiment visible, on choisit une résolution extrême afin de bien voir la discrétisation. Mais on peut remarquer qu'il serait équivalent de dire qu'on veut simplement afficher le rectangle sur un écran qui a une, entre guillemets, quantification naturelle liée à la taille de ses pixels si on le regarde de près. L'informatique est une discipline particulièrement sensible à ce type de problème, appelé diffusion numérique. Après plusieurs incréments de rotation, on peut se retrouver avec un nuage de points qui n'a plus grand-chose à voir avec la figure originale. Cela nous donne une bonne illustration de ce qui arrive si on tient pour continu une grandeur quantifiée. Ce qui nous intéresse, si on en revient au rectangle auquel on a appliqué la règle du produit, est que s'il existe une quantification intrinsèque similaire dans le monde des deltas, on voit qu'il n'est réciproquement plus possible de concilier cette approximation du calcul infinitésimal avec la propriété de quantification. Et on verra,
en géométrie inertielle que si l'on s'abstient de faire cette approximation, on pourra se réconcilier avec certaines notions utilisées en mécanique quantique. Ce qui, si vous n'avez jamais fait de mécanique quantique, ne va pas vous être d'une grande utilité. Heureusement, du point de vue conceptuel, ce problème a les mêmes conséquences quel que soit le domaine. La physique, l'informatique ou la finance peut être plus intuitive. Cette règle ou manipulation consiste à dire « on perd un petit chouïa qui correspond aux effets inertiels complémentaires, mais ce n'est pas grave ». Mais quand on commence à se rendre compte que dans cet univers quantique, un simple électron, par exemple, possède une précision importante, pour faire simple pour l'instant, disons qu'il tourne par exemple 100 000 fois par seconde autour d'un axe, le physicien comprendra aisément que si on tient compte de la nature fluide qu'on va lui postuler, il n'est plus possible d'ignorer l'accumulation des effets inertiels complémentaires. C'est comme si vous demandiez régulièrement à votre banquier quelques centimes et que ce dernier ne consigne le solde de votre compte que par euro entier. Vous pouvez détourner des milliards à son insu. Pour résumer, on voit ainsi en première approche plusieurs problèmes potentiels. Premièrement, l'approximation à la limite qu'on vient d'exposer et qui peut ne pas être compatible avec l'objectif de quantification. Deuxièmement, un problème de définition lié à l'absence d'information sur l'opérateur. On aurait dû ici préciser exactement de quel type de multiplication il s'agit. Bien entendu, c'est ici de ma faute et c'est volontaire pour l'exemple, car j'ai choisi une convention où la multiplication est omise, ce qui est la convention pour insinuer un produit géométrique. Mais cela permet de mettre l'accent sur ce problème. Mis à part en connaissant exactement le contexte, le type de multiplication, ou plus généralement d'opération, n'est pas clair. Et on pourrait ajouter un troisième point, un autre souci de définition lié au contexte, mais qui empiète lui aussi sur le problème de la commutativité. Quelle est la nature de U et de V, ou, formulé autrement, est-ce que U multiplié par V est égal à V multiplié par U, et quelle est l'influence de la variation sur cette éventuelle différence appelée commutateur? On a spécifié initialement qu'il s'agissait de longueur, donc a priori oui, elle commute, mais on cherchera une manière plus précise que l'énoncé en langage naturel pour les définitions, car on abordera assez rapidement des grandeurs non commutatives. En effet, dans notre exemple trivial, la contrainte illustrée par l'option cadenas revient à dire que l'on doit respecter un invariant du rapport des longueurs, que le mathématicien nommera des scalaires. Il s'agira ensuite de voir ce qui se passe si on octroie à ces grandeurs une orientation, si on les dote d'une courbure, et enfin d'une inertie, autrement dit, si on ajoute de plus en plus d'informations aux objets qu'on manipule, avec, à l'extrême, un fluide, pour ainsi dire un champ continu d'informations. Mais on garde cela pour les prochains épisodes, dans lesquels on va aborder le problème de l'invariant relativiste et de la transformation de Lorentz. Mais avant cela, afin que tout le monde soit à peu près sur un pied d'égalité du point de vue des connaissances, on détaillera une vision vulgarisée du modèle fluide. Et si vraiment on devait synthétiser ces items en un seul concept, ce serait celui de la conservation de l'information.